L'eau est l'élément fondamental de la vie. Le potable et l'assainissement sont indispensables à la vie et à la santé et essentiels à la dignité de tous les êtres humains. Et pourtant, 884 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à des sources d'eau, de boissons de qualité et 2,5 milliards de personnes à des installations d'assainissement performantes selon les statistiques de l'ONU. Si ces chiffres mettent en lumière déjà une situation inquiétante qui ne cesse de s'aggraver, la réalité est bien pire puisque des millions de personnes en situation de précarité qui vivent dans des campements de fortune échappent tout simplement aux statistiques nationales. La crise actuelle de l'eau et de l'assainissement trouve son origine dans la pauvreté, l'inégalité et des rapports de force inéquitables et elle est aggravée par des problèmes sociaux et environnementaux comme l'accélération de l'urbanisation, les changements climatiques, ainsi que l'accroissement de la pollution et l'appauvrissement des ressources en eau. D'après des estimations, dans les quelques années à venir, environ les 2 tiers de la population mondiale, 5,5 milliards de personnes environ, pourraient vivre dans des zones touchées par un stress hydrique de modéré à grave. L'Afrique est le continent qui subit le plus les effets du changement climatique. En effet, selon l'ONU, d'ici 2030, entre 75 et 250 millions d'Africains vivront dans des pays où le stress hydrique sera important. Une situation qui va entraîner le déplacement de plusieurs millions de personnes, provoquer des famines et même des conflits entre États pour le contrôle des eaux. À ce titre, les rapports du Conseil mondial de l'eau estiment que l'Afrique aura besoin annuellement de 20 milliards de dollars à l'horizon 2030 pour faire face à la crise de l'eau qui se dessine. Le Maghreb est la région la plus affectée par les phénomènes de sécheresse et de stress hydrique. En Algérie, par exemple, les pénuries d'eau sont devenues structurelles, poussant les autorités à rationner l'eau dans plusieurs wilayas depuis plusieurs semaines déjà. Dans tous les pays de la région, les nappes souterraines sont surexploitées et les barrages sont presque à sec, incapables de satisfaire les besoins en eau des populations à cause des besoins en eau pour l'irrigation et l'urbanisation galopante. Toutefois, la pénurie d'eau est également aggravée par les comportements humains, les coutumes et les institutions sociales ainsi que les politiques publiques. Une grande partie de ce qui passe pour des pénuries est la conséquence d'une mauvaise gestion des ressources hydriques par les pouvoirs publics. Selon l'OMS, entre 50 et 100 litres d'eau par personne et par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins les plus fondamentaux et limiter les préoccupations d'ordre sanitaire. L'accès à une quantité de 20 à 25 litres d'eau par personne et par jour représente un niveau minimum, mais il est insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux en matière d'hygiène et de consommation, ce qui suscite des préoccupations sur le plan sanitaire. Ainsi, où en est la situation actuellement en Maghreb et en Afrique et quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre pour faire face à cette situation qui ne cesse de s'aggraver? Réponse dans quelques instants avec mon invité, le docteur Farid Ben Yahya, économiste et expert en technologie avancée. Farid Ben Yahya, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour à vous et à nos chers auditeurs. Tout le plaisir est pour nous. L'eau est certainement essentielle à la vie, mais elle joue également un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire, la génération de revenus et la protection de l'environnement. Et face à cette crise, la communauté internationale est de plus en plus consciente que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement doit s'inscrire dans un cadre intégrant les droits même de l'homme, c'est-à-dire les sécheresses qui se développent un peu partout. Alors, où en est la situation actuellement dans les pays maghrébins et en Afrique? Et alors que ces pays connaissent une importante hausse démographique annuelle, où en sont les stocks en eau potable dans les barrages et nappes souterraines? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première des choses, lorsqu'on parle sur le problème, je dirais, hydrique dans le monde et en particulier en Afrique et l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, euh,
il y a l'aspect technologique. C'est un aspect qui est présent en amont et en aval. Ça, c'est connu et même c'est connu par la Banque mondiale et par les institutions internationales. Il y a la contrainte technologique qui rend la complication, je dirais, de l'application des solutions quasiment impossible dans certains pays. Et il ne faut pas omettre une chose que les pays du Maghreb souffrent d'une manière très importante dans le manque, je dirais, de l'eau. Bien sûr, il y a une disparité entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et aussi la Mauritanie. Mais je vais dire que le problème qui se pose actuellement, plus ou moins le Maroc, actuellement, on a constaté que les années précédentes, en moyenne d'eau en surface disponible pour le Maroc, euh, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, était équivalente à 20 milliards de mètres cubes, alors qu'en Algérie, elle n'était que de 8 milliards de mètres cubes. Donc ça, c'est un problème. Alors qu'en Tunisie, c'est 1 milliard et en Libye, presque, c'est la sécheresse. En Mauritanie, on n'a pas réellement de statistiques réelles, mais on constate qu'il y a un problème sérieux. Et la quantité moyenne d'eau disponible, c'est-à-dire c'est 10 milliards pour l'Algérie, c'est 35 milliards 25 milliards pardon, pour le Maroc, 1,8 pour la Libye et 3, presque à 4 milliards, 3,3 jusqu'à 4 milliards de mètres cubes pour la Tunisie. Donc, il y a la rareté, il y a les dépenses qui sont de plus en plus élevées donc, de l'eau, il y a les besoins municipaux, donc industriels et agricoles, la contrainte aussi que j'ai citée, que j'ai évoquée, donc la contrainte technologique Qu'est-ce et que la vous voulez dire, coopération Monsieur technique, c'est-à-dire Benirlia, par qu'il la contrainte technologique? Est-ce que vous pouvez y a un expliquer problème de un peu? sang. Non, non, non. Je disais que, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par la contrainte technologique? La contrainte technologique, c'est que en Afrique, il ne faut pas omettre que les pays du Maghreb, même les pays africains, ne disposent pas d'une très haute technologie. C'est-à-dire, même si on constate avoir des statistiques, les constructions des barrages, la plupart des équipements, c'est des équipements qu'on a ramenés de l'étranger. Ça, c'est le premier point. La plupart des études qu'on a fait, c'est à partir des études donc, étrangères, à l'exception de quelques barrages, c'est-à-dire, ou de la tenue collinaire qui ne sont pas vraiment importants. Le dessalement d'eau de mer aussi, c'est une technologie qu'on importe de l'étranger. On n'a pas utilisé aussi les techniques, je dirais, de récupération de l'eau à travers les villes, à l'instar de l'Italie, de certains pays européens, de recyclage de l'eau. Tout D'accord. ça, donc, il y a un retard technologique, il y a une contrainte technologique. Et même lorsqu'on importe, le coût de revient, je dirais, du mètre cube d'eau va devenir plus cher et la vente, sa vente, elle est subventionnée par l'État. On connaît tout ça, ça c'est pour l'Algérie. Les autres pays aussi, donc, ils ont cette contrainte technologique et ou l'utilisation, je dirais, un peu, c'est comme l'énergie. Il y a des entreprises énergivores, il y a des entreprises qui consomment beaucoup d'eau, etc. Est-ce qu'on a choisi les bonnes technologies? Dans le domaine agricole, on a parlé, ça fait des années, sur le goutte à goutte, le smart farm, etc. Cette technologie, je dirais, l'agriculture à D'accord. étage ou à l'instar des Américains qui ont pu réussir avec des Espagnols sur un hectare qui vous donne une production équivalente à 390 hectares. C'est-à-dire si vous avez des agrumes ou vous avez par exemple, je ne sais pas, de la pomme de terre ou autre chose, donc la production est équivalente à 390 hectares, c'est-à-dire le goutte à goutte avec des néants on crée un climat, je dirais, adéquat. C'est des calculs qu'on fait en termes agricoles. Et toute cette agriculture-là, elle n'est pas encore, je dirais, présente dans ces pays-là. Donc ça, D'accord. On y c'est la reviendra. contrainte technologique. C'est Donc, clair. C'est clair. On y reviendra. Alors, je vous laisse continuer votre raisonnement que vous avez commencé. donc c'est à partir de là, donc je dirais qu'il y a un problème. La rareté existe dans ces pays-là. Il y a, je dirais, une pluviométrie. Si je prends le cas de l'Algérie, la pluviométrie au niveau de l'Est, elle est plus importante que le centre, elle est plus importante que l'Ouest. Alors qu'à l'Ouest, nous avons les terres agricoles les plus fertiles, donc c'est une contrainte pour nous.
Et dans le sud, donc, il y a presque c'est la sécheresse. Donc, on utilise l'exploitation de l'eau. Donc, on essaye d'exploiter dans le bien où l'État donne quelques autorisations pour exploiter les zones où il y a de l'eau. Il y a un autre problème de haute technologie qui se pose, c'est que l'eau qui se trouve dans le sud algérien, il y a une quantité vraiment très, très importante, mais le problème, il y a des fois où cette eau qui n'est pas vraiment utilisable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de minerais, où il y a le taux de sel qui est élevé, donc il faut des installations et des unités pour le retraitement de cette eau-là et le réinjecter dans l'agriculture ou dans l'industrie, ou c'est-à-dire pour les ménages, etc. Donc, tout ce processus-là et toutes ces techniques-là, je dirais que l'Algérie, dans les années 60 à 70, on avait une visibilité. On a commencé par développer les MED. Donc, unité MED, c'est comme le goutte à goutte, d'accord? Donc, on a essayé d'exploiter cette technologie. Les années 2000, il y avait un autre choix entre la Sonatrach et le ministère de l'Hydraulique de choisir la méthode des membranes, qui est vraiment coûteuse. Donc, les membranes, ils ont fait des installations, je dirais, en plein cœur d'Alger. Le coût de revient est très important. Les membranes, on les importe, c'est à coût de millions de dollars. Donc, tout ça, c'est la contrainte technologique qui se pose pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la région du Grand Maghreb? Eh bien, il faut une Non, nouvelle on y stratégie. reviendra. Il faut On y reviendra pour les solutions. Ça, c'est encore la question d'après. Pour la deuxième question, Monsieur Ben Yahya, cette situation-là de sécheresse et de stress hydrique, pour vous, est-ce qu'elle était prévisible depuis au moins une dizaine d'années? Et quelles sont les prévisions concernant les températures et les vagues de sécheresse qui pourraient frapper encore ces pays dans les prochaines années? Euh, c'est-à-dire que la sécheresse dans ces pays-là, elle était, je dirais qu'il y avait une inquiétude. Si on fait des calculs avec des graphes et on essaie d'expliquer la météorologie et la pluviométrie en Algérie et dans les pays du Maghreb, donc on peut avoir des statistiques sur 50 ans. D'accord? Donc il y a Mhm, des chiffres pour voir l'état donc pour chaque ville, chaque région, etc. Et on constate que cette quantité diminue d'année en année. Donc il y a beaucoup de problèmes, je dirais. Est-ce qu'ils sont liés à un changement climatique mondial? Est-ce que c'est un changement climatique régional? Est-ce que c'est dû au problème, je dirais, de l'environnement? Est-ce que c'est un problème des émissions des effets de serre et du carbone? Donc tout ça, je dirais, c'est des calculs à faire, c'est des recherches à faire profondes. On ne peut pas dire que nous avons un problème dû à uniquement un point bien précis, mais je pense que c'est un facteur de problème et c'est une mutation de problème. Parce que la sécheresse, cette région-là a connu des tempêtes de neige, elle a connu des sécheresses, elle a connu une pluviométrie, donc c'est une météo qui est instable dans la région. Je parle toujours du nord maghrébin, c'est-à-dire de l'Algérie, de la Tunisie, un peu la Libye et le Maroc. Donc, c'est ça. mhm. Par contre, le Sud, il y a chaque 3 4 5 années, une dizaine d'années, peut-être des pluviométries plus importantes, des rivières qui surgissent comme ça depuis plusieurs années. Et si on prend le satellite américain ou les satellites européens, même russes, etc., qui ont essayé de voir à peu près la topographie de la région du Grand Sud, on a constaté qu'il y avait beaucoup de rivières au niveau du Grand Sud algérien, d'accord. Et même si je prends par exemple l'exemple de Ain Salah, il y a une nappe d'eau qui est très importante. Il y a actuellement, les gens des autochtones de la région vous disent qu'il y a ici un port qui a été construit, ça fait des milliers d'années. Ça veut dire que cette région-là, il y avait des fleuves très importants. Donc, c'est un changement climatique très important. Est-ce qu'on va revenir à une nouvelle mutation, c'est-à-dire climatologique, que le Sahara va devenir, je dirais, vert à travers les investissements, à travers un changement climatique, ou est-ce que ce sont uniquement des hypothèses qui sont là? Mais le problème qui se pose actuellement pour nous, c'est que
la population augmente, c'est-à-dire que nous étions au niveau des pays du Maghreb, donc à peu près 30 à 35 millions, donc entre les cinq États du Maghreb. Actuellement, on dépasse peut-être, on avoisine à peu près les 100 millions d'habitants, et même on peut être plus que ça d'ici 2050. La quantité d'eau, si je prends le cas de l'Algérie, à l'indépendance du pays arabe, donc on était en norme presque 1000 mètres cubes millilitres jour pour chaque citoyen. Et ça commence à diminuer les années 60, fin des années 60, 70. Donc, on était à 700, 800, 600, etc. Et donc, la quantité diminue à ce jour. Donc, on avoisine à peu près les 300 litres ou 280 litres par jour donc pour cette région-là. Donc, c'est average, c'est roughly, comme disent les Anglais. Mais Mhm. on n'a pas aussi de statistiques réelles parce qu'il y a aussi les fuites de l'eau, d'accord? Donc, il y a les eaux qui sont exploitées à travers les barrages, etc. Il y a une déperdition qui avoisine certains experts disent entre 35 et 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité très, très importante qu'on perd chaque année. Donc, on exploite uniquement 60%. Donc, ça veut dire qu'il y aura des installations. Et toujours, je reviens à l'aspect technologique, comment détecter ces fuites d'eau-là, comment parvenir à les réparer d'une manière susceptible à stopper cette fuite en utilisant des technologies avancées avec des infrarouges, donc d'injecter des produits pour souder les gens sans essayer, je dirais, de mettre un grand chantier qui est coûteux, qui va peut-être dans certaines régions créer, je dirais, un désordre donc, et un problème de circulation, etc. Le problème reste posé actuellement, c'est-à-dire il faut faire un état des lieux avec des statistiques réelles, avec une segmentation des régions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme eau pour les ménages, pour les maisons, qu'est-ce que j'utilise d'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, est-ce que je récupère une quantité ou pas, quelle est la déperdition donc, de mon eau donc, en mer, c'est-à-dire toutes ces facteurs-là, toutes ces statistiques-là vont nous permettre de nous donner une visibilité réelle sur les besoins. Autre point qui est très important, l'Algérie dispose actuellement de l'Albien. Donc, on parle d'une quantité très, très importante donc, entre Salah et Adrar et dans la région, donc, dans les frontières libyennes. On a vu le Muammar al-Kadhafi donc, qui a exploité la rivière géante donc, avec la Corée du Sud, qui a coûté, je pense, plus de 20 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Et il a fait quelque chose de bien. L'Algérie, en principe, avec l'eau qui existe actuellement, il va nous suffire pour plus de 400 ans. D'accord? Donc, c'est une Mhm. quantité très importante et pas uniquement pour l'Algérie. Je pense qu'avec cette quantité d'eau-là, on peut sécuriser et l'Algérie, une partie des pays du Sahel et les pays du Maghreb. Donc, on peut D'accord, développer on y l'agriculture, reviendra. le goutte à goutte. On essaiera aussi de trouver des solutions pour le stockage D'accord. Bien, alors la troisième question, Monsieur Benihia. Vous avez, on a, de l'eau, du recyclage de l'eau. L'agriculture a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de stratégies à d'accord, mettre en œuvre. d'accord. Alors, la troisième question. En plus de l'irrégularité des précipitations, la recrudescence des périodes de sécheresse et les pressions socio-économiques accrues, il y a également la désertification et la sécheresse qui représente un risque majeur en Afrique du Nord, intrinsèquement lié justement au risque hydrique. Donc, l'avancée du désert devient un énorme problème. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène actuellement et quelles sont les stratégies de prévention mises ou qui devraient être mises en place? Si vous pouvez vous répéter parce que je n'ai pas bien entendu, je pense qu'il y a un problème de... D'accord. Je disais qu'il y a actuellement, en plus de l'irrégularité des précipitations, c'est-à-dire de la pluviométrie et la recrudescence des périodes de sécheresse et les pressions socio-économiques accrues, il y a également la désertification. Et avec tout le lot de sécheresse aussi qu'elle impose, notamment, qui devient un risque majeur en Afrique du Nord et qui provoque le risque hydrique ou le stress hydrique. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène actuellement?
Et quelles sont les stratégies de prévention mises ou qui devraient être mises en place? La désertification, je dirais que c'était un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à l'époque coloniale, on a essayé, je dirais, de trouver des solutions idoines à ce problème. Et il y a l'indépendance, donc, euh, à l'époque de Fawad Boumediene, on a pu mettre en place le barrage vert, Mhm. c'est-à-dire pour stopper la désertification. Ça a donné un résultat, bon, plus ou moins acceptable, mais je pense que le barrage vert à lui seul ne peut pas régler le problème de désertification. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a le problème, je dirais, des vents qui sont des tempêtes de sable. Même on a trouvé en Europe qu'il y avait la neige avec du sable rouge. Donc, c'est un problème qui peut migrer entre l'Afrique du Nord et vers l'Europe. Donc, le problème ne se pose pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, il faut développer l'agriculture, l'aspect agricole, créer, je dirais peut-être, une rivière artificielle. Il y a aussi le problème du réchauffement. Bon, quand on peut trouver des techniques, d'accord, Mhm. c'est un peu coûteux, mais la seule solution, c'est de mettre en œuvre des lacs et puis essayer de développer autour de l'agriculture. Autre point qui est très important, il faut provoquer le changement climatique pour le D'accord, désert. c'est-à-dire créer un climat ou un écosystème artificiel. Voilà, Artificiel de telle artificiel. façon On qu'il commence, soit... Mhm. c'est ça, oui. C'est-à-dire que nous allons provoquer un système climatique, je dirais, qui est un peu, où l'aspect technologique est très important. J'ai évoqué avec vous, avec Sputnik, sur une nouvelle visibilité pour l'Algérie concernant ce problème, et pour l'Afrique du Nord, et même pour les pays du Sahel aussi, parce que Mhm. toute cette région-là, il ne faut pas en mettre jusqu'au Nigeria, c'est 800 millions d'habitants. D'accord? Donc, il y a des menaces, je dirais, sérieuses sur la sécheresse et sur l'agriculture et sur la migration donc, des personnes. Le problème qui va se poser pour nous, quel choix stratégique à prendre en œuvre avec les grands experts algériens et même, pourquoi pas, faire participer des bureaux d'études étrangers pour essayer de pallier, d'endiguer certains problèmes. Mhm. La situation qui se trouve actuellement, c'est que nous avons des richesses en Algérie en sous-sol, c'est-à-dire de l'eau. Nous avons 1600 km de côte. Nous avons aussi de l'eau, donc je dirais dans des régions qui sont très importantes. Donc souterrain, notamment la région de la Kabylie, il y a des réservoirs d'eau qui sont très importants. La pluviométrie aussi au niveau de Giroud, on peut construire une vingtaine, une trentaine de barrages par rapport à la pluviométrie. Donc il n'y a pas une politique qui est claire dans cette région et ces régions-là peuvent donner, je dirais, avec l'installation d'une canalisation smart, donc de distribuer cette eau vers les autres barrages ou d'autres retenues collinaires ou faire des stockages d'eau dans des bassins importants. Tout ça, il faut l'étudier avec le coût, etc. Autre point qui est très, très important, c'est d'utiliser le dessalement de l'eau de mer. Mais avec quelle technologie? Actuellement, on utilise la technologie des membranes. Actuellement, l'Algérie ne fabrique pas de membranes. Nous avons besoin de développer cette technologie pour diminuer les coûts. Aussi, il faut choisir les endroits les plus adéquats pour essayer, je dirais, de donner cette eau à beaucoup plus aux ménages, à l'agriculture et à l'industrie. Néanmoins, l'industrie ne joue pas son rôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur public et du secteur privé qui n'ont pas installé, je dirais, des unités de récupération d'eau. Et même au niveau communal, si je trouve c'est-à-dire que si on fait des recherches au niveau des communes à Alger ou à Oran ou à Nabas, je cite ça des exemples, ou à Ouargla, le sud, etc., on trouve le même problème, c'est-à-dire que
les entreprises, lorsqu'ils ont un cahier de charge pour leur unité, il n'y a pas une contrainte pour les forcer à mettre des unités de récupération, à l'exception de quelques-unes. Bien sûr, ça existe quelques-unes, mais c'est insuffisant par rapport au taux d'eau qui est, Mhm. je dirais, jeté chaque année dans les eaux usées. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas eu de politique justement de récupération des eaux usées et faire en Il n'y sorte a pas, qu'elles soient. c'est-à-dire que la quantité, oui, la quantité, c'est une quantité importante. On peut la réinjecter parce que c'est des milliards d'eau, mètres cubes d'eau, qu'on peut récupérer, bien sûr, et les réinjecter une autre fois. Donc, ça Mhm. peut nous permettre, notamment dans le domaine industriel, etc. Et ces technologies-là, donc, qui sont là, je dirais, il faut estimer les capacités il faut estimer les capacités de récupération d'eau en Algérie. Euh, Et il pas faut des uniquement en statistiques Algérie, c'est réelles. même dans tous les autres pays. Est-ce que c'est justement cette politique est assez développée parce que c'est quand même des quantités énormes qui sont jetées et qui ne sont pas récupérées. C'est-à-dire que le problème qui va se poser, c'est un problème, je dirais, d'éducation de l'eau. C'est-à-dire éduquer et former les gens sur l'eau, la consommation de l'eau. Il faut avoir une culture pour la population. Parce que il faut savoir que l'eau est la source de la vie. Et si on n'a pas cette source, eh ben, la vie sera stoppée, arrêtée. Et cette culture-là, on doit l'introduire et éduquer toute la population, c'est-à-dire la population algérienne, la population tunisienne, libyenne, marocaine, mauritanienne, ainsi que les pays du Sahel et d'autres pays. Euh, Parce que si on essaye de ne pas respecter certaines normes et on va vers le gaspillage total de l'eau, ça c'est un problème. Le Mhm. deuxième problème, il faut que tout le monde prenne conscience, même que ce soit pour le secteur public ou privé, de mettre la main dans la poche et que l'État doit les contraindre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lois qui devraient être appliquées dans ce domaine-là, qui exigent de ces entreprises donc, de récupérer de l'eau et de l'injecter, y compris pour le secteur, je dirais, des villes, donc la gestion de l'eau urbaine, et essayer de donner une autre éducation, une formation pour nos agriculteurs, d'utiliser le minimum d'eau pour avoir une bonne récolte. Mhm. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de mettre des millions de mètres cubes d'eau pour avoir une quantité d'eau, je dirais, euh, qui n'est pas vraiment renouvelable, parce qu'il y a Et aussi des efficiente eaux pour qui sont éviter les gaspillages. renouvelables et d'autres régions, d'autres bassins qui ne sont pas renouvelables. C'est ça. Et il Mhm. ne faut pas omettre un autre point qui est très important. Si je parle de l'eau, ça veut dire l'eau qui est consommée en agriculture. Et cette eau-là, avec le changement climatique, on risque d'avoir de sérieux problèmes aussi. Donc la diminution de la pluviométrie. On voit même en Europe actuellement qu'il y a une sécheresse qui est constatée dans pas mal de pays européens. Il y a aussi le problème, je dirais, au niveau du pôle Nord, où il y a beaucoup de quantités d'eau, donc plutôt de glace, qui sont actuellement en danger. Donc, même ça pourrait apporter un préjudice à plusieurs pays qui seront menacés donc, de noyade. Il y a plusieurs problèmes. Et tout Mhm. cela doit être étudié dans un cadre, je dirais, national, régional, continental et mondial. D'accord, Parce que le problème d'eau en Afrique ou en Afrique du Nord, ce n'est pas uniquement le problème de ces 5 pays, mais c'est un problème, je dirais, mondial. Ça, c'est un d'accord. problème. Personne, ni aucun groupe de population ne devrait être privé de l'accès à l'eau potable au motif qu'il ne peut se le permettre financièrement. C'est un droit Bonsoir. à la vie. En conséquence, aucun
des coûts directs ou indirects liés au service d'alimentation en eau et d'assainissement ne devraient empêcher quiconque d'accéder à ces services et ne devraient compromettre son aptitude à exercer d'autres droits fondamentaux tels que le droit à la nourriture, l'éducation, un logement convenable ou à la santé. Aussi, afin de bâtir une industrie, une agriculture de plus en plus intégrée et productive, à même de subvenir aux besoins de tous, que pourraient faire les gouvernements pour résoudre cette question vitale? Est-ce que... Eh ben, pour résoudre ces problèmes vitaux, moi, je pense que la seule chose, c'est de faire le grand investissement. Parce que l'Algérie et le Maroc, et avec la Tunisie et la Libye, nous n'avons pas un Nil, d'accord, ou le Forat. Lorsqu'on trouve, par exemple, le Nil, c'est 9 pays, d'accord, à travers Mhm, donc, la source donc, en avant, c'est une quantité de milliards de mètres cubes, d'accord, à partir de l'Éthiopie, du Rwanda, etc. Donc, il y a plusieurs pays qui ont bénéficié, 9 pays. Donc, c'est une population qui dépasse les 350 à 400 millions d'habitants. Ça, c'est très important. mhm, Et là, en Maghreb, nous n'avons pas ça. Nous avons une disparité aussi en termes de pluviométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau dans certaines régions est de 200 millimètres par an. Donc, d'autres régions, c'est 500. Si on trouve d'autres régions à juger, ou l'Atlas au Maroc, c'est 1500 à 2000 millilitres. Donc, il y a une disparité d'eau dans la région, dans la pluviométrie. Et c'est pour mhm, cette raison-là qu'il faut faire des stratégies. Bien sûr, là où il y a beaucoup d'eau, donc on peut construire des barrages, que ce soit au niveau de l'Atlas, au niveau de Gigel, au niveau de la Kabylie, etc. Une pluviométrie importante, on peut exploiter ça. Et la solution, à mon avis, c'est que les 5 pays du Maghreb essaient de se concerter sur ce problème et d'investir. L'investissement va coûter, à mon avis, pour 2030-2035, comme ça, un programme de 10 ans, va nous coûter, c'est avec des taux d'actualisation, c'est entre 35 et 40 milliards de dollars. D'accord. Donc, ça, c'est un investissement qui est très, très important. Avec cet investissement-là, donc, de construire des transferts d'eau, donc des lignes, développer l'Albien, faire des stations de dessalement de mer, installer des réacteurs nucléaires dans les installations nucléaires de troisième et de quatrième génération pour booster l'énergie, donc pour essayer d'exploiter au maximum, faire des systèmes de récupération d'eau, des transferts d'eau entre les régions importantes vers les autres régions qui sont moins dotées donc d'équipements, etc. Donc tout ça, c'est très important. Est-ce que le Maghreb, les pays du Maghreb, ont les moyens d'avoir entre 35 et 40 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années? Ça, c'est la question qui va se poser. Est-ce qu'ils vont vers l'emprunt international? Comment récupérer cet argent-là pour essayer de rembourser cette dette-là? Est-ce qu'il faut financer une partie des fonds propres ou importer, c'est-à-dire faire des demandes donc, d'un crédit international? Quel est le rôle donc, de la BAD, donc Banque africaine du développement? Quel est le rôle de l'Union africaine, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des nouvelles institutions internationales, des banques internationales? Donc tout ça, il faut l'encadrer, il faut essayer de trouver des solutions avec des experts, etc. Donc, c'est une partie du brainstorming qu'on essaie de dire. Il y a, c'est vrai, un état des lieux. Chaque pays a des statistiques, chaque pays a ses infrastructures, mais je pense que la situation est très délicate pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut se concerter sur l'eau. C'est un problème qui est très sérieux. Je ne dis pas sérieux, mais très sérieux. D'accord. Donc, il faut d'accord. chercher des solutions. À partir de maintenant, il faut se concerter et de chercher, parce que nous sommes dans un seul bateau. La région du Maghreb, c'est une seule région. Donc, il y a des menaces réelles sur les populations, sur l'agriculture, sur l'avenir de cette région-là. Si on ne fait pas, je dirais, une visibilité, une stratégie commune maghrébine, on ne peut pas, je dirais, régler ce problème. C'est vrai que l'Algérie, a plus ou moins avec le Maroc, ils ont essayé de trouver des solutions, mais ça reste insuffisant. Actuellement, le Maroc est en train de souffrir par le manque d'eau. Il y a une sécheresse au niveau du Maroc. L'Algérie, la même chose. Et surtout, si je vais voir les grandes surfaces agricoles au niveau de l'ouest de l'Algérie, c'est eux qui alimentent la région. On a vu lorsqu'il y avait beaucoup d'eau maintenant qui sont en train de villes, la wilaya de Beskra et de Oued Souf, ils ont fait des miracles, donc avec un peu le Ménéa.
ils ont exploité le souterrain, et ben, ce sont ces deux régions-là qui alimentent, je dirais, presque toute l'Algérie, même à l'export. Donc, on exporte à partir de ces régions. Si on va extrapoler ça sur l'ensemble des régions algériennes, je pense qu'on peut parvenir à faire quelque chose. Il y a un autre point qui est très, très important. Si je prends le sud, l'extrême sud de l'Algérie, je prends la région de Ngazam, qui est juste aux frontières de la région du Niger. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une quantité très, très importante d'eau là-bas. Donc, on peut exploiter des terres agricoles qui sont vraiment, je dirais, vierges, qu'on peut exploiter, qu'on peut développer l'agriculture, donc dans le domaine de maïs, le blé, l'élevage donc du bovin et de l'ovin, et pourquoi pas même D'accord. euh, l'avicole, etc. Il y a des potentialités très, très importantes. L'Algérie pourrait être au conditionnel avec former une nouvelle stratégie. Non seulement elle va se doter avec des équipements très importants, mais elle peut aider même les pays voisins, que ce soit au niveau du Maghreb ou au niveau du Sahel. Donc, on peut aider nos voisins au niveau du Niger, du Mali, du Tchad, du Burkina, et même au Sénégal et la Mauritanie. Il y a l'aspect, je dirais, de l'eau. Il y a aussi l'aspect de l'énergie, parce que l'Algérie, il ne faut pas omettre que nous avons beaucoup de gaz, la quantité est importante. Il y a le pipe donc, qui passe entre le Nigeria, Niger, Algérie, pour l'exportation du gaz. Et on peut faire des installations pour développer, je dirais, l'énergie pour ces pays-là. On peut développer aussi l'énergie, je dirais, éolienne et solaire à partir des panneaux photovoltaïques. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Il y a un grand chantier qui attend la région du Maghreb avec le Sahel et la D'accord. coopération internationale avec nos amis, je dirais, chinois, russes, même européens ou d'autres américains, qu'on peut Mais essayer de... Monsieur Ben Yahya, vous avez évoqué, parce que l'eau qui existe actuellement, elle est surtout géologique, c'est-à-dire elle n'est pas renouvelable. Si les nappes phréatiques sont épuisées, cette eau-là n'est pas renouvelable. Mais vous avez évoqué une solution qui est très importante, qui est le dessalement de l'eau de mer. La plus grande quantité d'eau sur le globe terrestre, elle se trouve dans les océans et dans les mers. Mais la question que j'aimerais vous poser, quelle est la meilleure technologie? Est-ce que le choix ne serait pas justement de développer le nucléaire, parce que, qui permet beaucoup de choses à la fois, aussi bien la production d'électricité et l'énergie nécessaire pour le dessalement de l'eau de mer et avoir donc de l'eau et de l'électricité à des coûts pas très chers. C'est-à-dire que le dessalement de l'eau de mer, on ne peut pas faire l'économie de ça. Parce que même si on utilise, même par exemple pour l'Albien ou les autres nappes phréatiques, il faut quand même penser à la régénération de l'eau dans ces nappes. Et le dessalement de l'eau de mer est très important dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous avez posé une question pertinente. L'utilisation donc, des centrales nucléaires donc, pour développer l'exploration et l'exploitation de l'eau. Ça, c'est une bonne méthode. Mais est-ce qu'on peut utiliser un fusil contre, je dirais, une mouche ou une fourmi, d'accord? Quand si j'installe des centrales nucléaires, c'est pour développer des quantités d'eau très, très importantes, pas pour des Absolument. petites quantités. Et pour ça, c'est dans le cadre où je développe mon albien. Euh, L'albien, pour certains experts, disent que c'est une quantité d'eau qui dépasse les 400 ans, mais plus. Est-ce que c'est une eau qui est renouvelable ou pas? Il y a une différence. Certains experts en hydraulique disent qu'elle n'est pas renouvelable et d'autres disent que si. Donc, il y a peut-être des couloirs de renouvellement. On ne connaît pas ça. Donc, il faut mettre, je dirais, des études plus poussées et des études sérieuses. Même pour moi, 400 ans, c'est très important. 400 ans, Mhm. c'est 4 siècles. Le deuxième point, vous avez évoqué un point qui est très important, c'est la quantité de l'eau. Donc, si je prends la Méditerranée, elle ne représente que 1% de l'eau qui existe à travers les océans. C'est une Mhm. quantité, c'est une mer importante, mais l'eau à travers le monde, je dirais que c'est une quantité qui des milliards et des milliards donc, de milliards de mètres cubes. Et la quantité actuellement dont on a besoin en Algérie par rapport à la population, c'est 2000
1000 litres ou 1200 litres par habitant. Donc, il faut multiplier ce chiffre-là par l'ensemble de la population, voir aussi l'industrie, les besoins en industrie et en agriculture. Et on a les besoins, c'est des calculs à faire, c'est des calculs mathématiques. Et lorsqu'on a ces calculs, on fait des projections sur le développement, je dirais, de la population, de l'industrie, de l'agriculture, et on essaye d'harmoniser tout ça et mettre le développement en synchronisation entre l'énergie, l'eau et le développement industriel. Donc, c'est une synchronisation qui va être poussée vers l'avenir. Et tout cela, ça demande, je dirais, un travail sérieux en termes d'études. Donc, nous avons, c'est vrai, en Algérie, on a des cabinets d'études qui sont très, c'est-à-dire qui ont des compétences adéquates donc, pour faire ces études. Mais pour un projet pareil, je pense que ça demande une coopération internationale. Ça me paraît impossible que à nous seuls, Algériens ou Marocains ou Tunisiens ou Libyens ou Mauritaniens, même Égyptiens avec nous ou les autres pays, qu'on fasse ce développement-là seul, parce que ça demande des technologies très importantes. On peut aussi utiliser, je dirais la région de Gabs, qui est aux frontières tunisiennes, donc on peut faire un canal. Un canal, c'est comme le canal de Suez, et c'est l'eau de mer qui va je dirais, couler vers la région du sud, donc jusqu'à Biscaya, etc. Donc c'est un changement climatique. Est-ce qu'il va affecter, je dirais, l'agriculture au niveau pour ne pas le mûrir? C'est une question qui reste à poser. D'accord. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut développer. La meilleure méthode pour moi, peut-être c'est un peu la méthode MED, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est comme bouillir de l'eau. Et on essaye de prendre les gouttelettes. Donc, c'est la méthode classique de nos grands-mères, à l'échelle, bien sûr, d'usine. C'est une méthode qui n'est pas coûteuse, qu'on maîtrise parfaitement, mais on ne peut pas faire des grandes installations. Ça veut dire qu'on va créer plusieurs installations, mais l'avantage, c'est qu'on ne dépend pas directement de l'étranger à 100%. Le taux d'intégration peut être à 90, D'accord. 95, C'est juste, il dépend même à 100%. juste un rappel pour nos auditeurs. La méthode MED, c'est une méthode qui est basée sur la distillation avec le procédé d'évaporateur à effet multiple, qui sont en cascade et qui permettent de générer de l'eau, euh, soit avec de l'énergie fournie avec le gaz ou le charbon ou l'électronucléaire ou le nucléaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le principe. Donc, pour nous, c'est une méthode qui est plus simple. C'est une méthode que l'Algérie a maîtrisée, c'est-à-dire durant les années 70. Et je pense qu'elle est à la portée même des pays voisins. Mhm, Chaque pays peut développer cette technologie qui n'est pas vraiment coûteuse, mais la quantité d'eau, on ne peut pas avoir une quantité, je dirais, très importante. Ça veut dire qu'il faut construire plusieurs unités. Par contre, pour la méthode des membranes, c'est une méthode on utilise des membranes et la plupart des membranes, donc cette technologie est réservée uniquement pour quelques pays dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fabrique ces membranes et on importe une quantité importante. Chaque 2, 3 années, on est obligé de nouvelles ces membranes et le coût de mètre cube va nous venir, je dirais, plus cher. C'est pour cette raison-là que personnellement, j'opte pour la méthode MED beaucoup plus que d'autres méthodes. Il y a le dessalement d'eau, c'est-à-dire l'exploitation de l'eau de la bien. Il y a des régions là où l'eau elle est potable, elle est bien, et d'autres régions où il y a le taux de salinité de l'eau qui est très élevé. On essaie d'utiliser des installations, bien sûr, pour la même méthode, je dirais, pour le dessalement de l'eau de mer et le réinjecter. mhm, Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Donc, c'est aux chercheurs de développer d'autres méthodes. Est-ce qu'on va essayer d'exploiter la totalité, je dirais, de cette eau-là et développer notre agriculture et industrie? Donc, ce sont des choix politiques. mhm. C'est vrai que le gouvernement algérien, même le président de la République, a essayé de poser ce problème-là au Conseil du gouvernement, au Conseil des ministres, mais à ce jour, on n'a pas quelque chose de clair, une visibilité claire dans le domaine de l'hydraulique. Mhm. C'est un problème. On essaie toujours de faire le travail du pompier. C'est vrai qu'il y a des installations actuellement en construction qui vont être achevées en 2023 ou 2024 pour les dessalements de l'eau de mer, mais je peux dire que ce sont des solutions momentanées.
parce que la population va augmenter, etc. La demande de l'eau aussi, il y aura d'autres usines à installer, d'autres régions, d'autres villes, Et etc. puis la nourriture aussi, la nourriture et l'agriculture pour une population, une démographie qui augmente de cette façon. On peut pas, c'est-à-dire, je ne sais pas, on peut pas, est-ce qu'on peut vraiment compter sur une agriculture qui est dépendante à 100% de la pluviométrie? S'il y a la pluie, on a une bonne récolte. S'il n'y a pas la pluie, euh, c'est- Non, il faut développer d'autres méthodes, je dirais, actuellement, avec l'évolution technologique et scientifique, avec les recherches. Il y a des techniques de liposome, c'est des gouttes, des trucs qu'on peut mettre dans la culture qui peut donner de goutte à goutte, donc à certains prix, etc. On peut développer aussi, je dirais, ce qu'on appelle la pluviométrie artificielle. Mais est-ce qu'elle est coûteuse, elle n'est pas coûteuse? On doit faire des calculs. Quelles sont les autres méthodes donc, de provoquer la pluie artificielle et combien ça va nous coûter? Donc, tout cela, c'est des calculs à faire. Donc, il y a beaucoup de solutions. Néanmoins, les solutions les plus, je dirais, les plus rapides, ce sont ces solutions-là. Dessalement d'eau de mer et exploitation de l'albien. Ça, c'est Hmm. plus rapide. On connaît, et c'est plus rapide. Elle reste à les moyens financiers. Les moyens financiers, ça va demander, je dirais, des milliards de dollars parce que la population, comme vous l'avez bien cité, en Algérie, d'ici 2030, on va être l'équivalent de 50 millions. 2060, c'est peut-être, on va être aux environs de 60 à 65 millions d'habitants. Ça, c'est pour l'Algérie. La Tunisie aussi, il y aura un taux plus élevé, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, c'est-à-dire on va dépasser les 120, 130, 140 millions. Les besoins en eau vont augmenter, les besoins, je dirais, en nourriture vont augmenter, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins énormes. Donc, et si on fait des graphes, donc ces graphes-là montrent l'accroissement à chaque fois de la quantité d'eau, la quantité d'agriculture, d'industrie, etc. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans une phase de déclin donc, par rapport à la demande. Au contraire, nous sommes dans une phase d'accroissement. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire des stratégies d'accroissement, maîtriser les technologies, diminuer les coûts pour que le prix de revient de l'eau, parce que l'eau, c'est une source nécessaire pour chaque être humain, pour l'arbre aussi, pour l'animal, pour tout le monde. Et c'est à travers tout ça donc, qu'on essaye de trouver, je dirais, une stratégie qui va essayer de nous mettre à l'abri des contraintes climatologiques et aussi des contraintes de certains pays parce qu'il y aura une menace réelle. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'exporter le pétrole et le gaz? Est-ce que demain, peut-être qu'on sera obligé d'exporter de l'eau? D'accord? Parce qu'il y aura peut-être une Non, mais probabilité ce dans le que sud. vous évoquez est extrêmement important et ça mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que ce n'est pas uniquement les pays de l'Afrique du Nord, il y a aussi les pays du Sahel, il y a aussi de l'Afrique subsaharienne. Et c'est aussi des régions comme celle du Sahel, par exemple, qui est frappée par une dure sécheresse. Et s'il n'y a pas de solution pour ces pays et qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir des solutions chères technologiques, et ben, il va y avoir des troubles sociaux, il va y avoir des vagues énormes de migration vers le nord. Donc, ce n'est pas un luxe pour les pays de l'Afrique du Nord de dire qu'il faut aider les pays du Sahel, il faut travailler ensemble, mais c'est une nécessité vitale même, y compris pour leur propre sécurité. Donc, dans ce cas, justement, comment on peut imaginer justement une politique commune entre les pays du Sahel, au minimum, et les pays d'Afrique du Nord, et pour développer justement, et dans quel cadre de partenariat? Dans le cadre de partenariat, il faut, je dis la première des choses, c'est à travers des transferts interrégionaux très importants entre les gens. Ça veut dire que au niveau des pays du Maghreb, il faut qu'il y ait des transferts interrégionaux très importants entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, etc., de l'eau, et puis aller vers le Grand Sud. Il faut aider pour stabiliser, euh, je dirais, les populations qui développent l'agriculture, la PME, PME, etc. Parce que cette masse de personnes, lorsqu'il y a la sécheresse, ils seront obligés de venir en Algérie
et au Maroc et en Tunisie. S'il y a la sécheresse, ils vont se déplacer vers l'Europe, etc. Et donc, ça va déstabiliser toute la région. C'est dans l'intérêt, je dirais, des pays du Maghreb et du Sahel, donc de chercher des financements internationaux importants. Et les Européens, avec les Occidentaux et même d'autres pays comme la Russie, la Chine, qui peuvent aider, je dirais, cette stabilité-là, eh bien, de nous aider de développer ces transferts interrégionaux importants de quantité d'eau suffisante pour l'avenir de ces populations-là. S'il n'y aura pas ces mécanismes-là appliqués dans ces pays-là, ça me paraît impossible de trouver des solutions dans l'immédiat. Et je pense que actuellement, il y a un réveil des populations africaines et même une inquiétude mondiale sur la quantité de l'eau et la menace hydrique au niveau mondial. Et je pourrais dire qu'actuellement, l'ensemble des pays maghrébins sont très conscients de cette situation, sur la situation hydrique en Afrique du Nord, les pays du Sahel également, mais on n'a pas, je dirais qu'on n'a pas mis une stratégie commune. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mhm. D'accord? Faire une étude d'État, donc état des lieux pour chaque pays, pour chaque région, et puis rentrer dans le détail des études pour essayer de trouver des solutions plus importantes et plus adéquates pour chaque région. Euh, on essaye de hisser une certaine culture, je dirais, de coopération entre les pays du Maghreb et entre le Sahel. Mais ça me paraît un peu difficile parce qu'il y a un peu, je dirais, d'égoïsme de l'Occident qui cherche uniquement ses intérêts au détriment donc, de cette stabilité régionale et africaine. Et pourtant, à chaque fois, ils essaient d'évoquer, je dirais, de dénoncer l'immigration clandestine à travers la Libye, la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc. Et pour stabiliser ces populations-là, la seule chose donc il faut mettre, développer l'économie. Pour développer l'économie, il faut mettre des outils. Parmi ces outils-là, développement technologique, de l'eau, de l'énergie, développer l'agriculture, développer la PME, PME, et ça va stabiliser ces gens-là dans ces deux régions et permettre le développement, je dirais, nécessaire ou mettre un programme, je dirais, nécessaires pour ces régions-là, pour leur permettre de trouver et de sortir de cette crise ou de ces menaces climatologiques, hydriques et je dirais même de terrorisme, parce que lorsqu'il y a Oui, le instabilité, donc problème, des il est tables de complexe. facteurs, Il est voilà, complexe, complexe, ce donc sont le des terrorisme facteurs qui... va s'installer dans ces régions-là. Et c'est ces populations-là qui vont être, je dirais, tuées, massacrées, chassées de leurs terres. Et bien, il y aura, je ne dirais pas qu'il y aura d'immigration, mais on risque d'avoir de l'exode, d'accord, vers l'Europe. Et c'est ça la vraie menace, ou vers les pays de l'Afrique du Nord, donc les pays du Maghreb. C'est pour cette raison-là que je dis que euh, l'eau est au cœur de la problématique technologique. D'accord. Donc, l'eau est très, très importante. Donc, il faut le prendre en considération, il faut réfléchir sérieusement. Il ne faut pas laisser les jours passer et jouer, je dirais, le rôle du pompier pour essayer de atténuer certaines contraintes, mais il faut chercher des solutions rapidement. Et il faut permettre aussi aux experts de donner leur avis. Il y a eu plusieurs conférences au niveau du Maghreb donc, sur l'eau, avec la participation donc, d'experts nationaux et internationaux. Mais ça n'a pas, même ces expertises qui ont été faites, le politique ne les a pas pris en considération, peut-être il a pris une partie, mais on dirait qu'il n'y a pas un sérieux dans ce problème, il n'y a pas un sérieux de constater la vraie menace, parce qu'il y a une menace réelle sur les pays du Maghreb, sur les populations, sur la stabilité. L'eau, c'est une source de vie. Et lorsqu'il y a un manque d'eau, on risque d'avoir des perturbations, des problèmes très sérieux. Et même le problème de santé qui risque de se poser. Donc, on a vu dans le Moyen Âge le problème
le manque d'eau, qu'est-ce qu'il a créé comme problème, donc avec les épidémies, etc. Le choléra, la typhoïde, etc. Donc, il faut mettre à l'abri de l'eau. Et je dirais, toutes les études nous montrent que les pays qui ont la quantité d'eau suffisante sont des pays développés, d'accord, Mhm. ou émergents. Je n'ai pas trouvé un pays qui a beaucoup d'eau qui souffre, c'est-à-dire qui est sous-développé. D'accord. Donc, ou c'est un pays développé ou c'est un pays émergent. D'accord. Donc, ça fait partie de l'émergence et du développement de chaque État. Et moi, je pense que l'Algérie, c'est le pays moteur du Grand Maghreb et des pays du Sahel. Parce que nous avons les moyens énergétiques, nous avons du pétrole et du gaz, donc on peut jouer sur là. Nous avons une quantité très importante, je dirais, d'eau, d'albia. On peut faire avec nos voisins tunisiens, donc le canal de Gabès, et mettre des installations, je dirais, nucléaires, donc de troisième et de quatrième génération, qui vont permettre d'avoir des quantités d'eau importantes et de faire ce qu'on appelle les transferts interrégionaux. Et on attend qu'il y ait des solutions politiques entre l'Algérie et nos voisins marocains, donc sur le conflit du Sahara occidental, et pour pouvoir plus tard, je dirais, permettre à l'Algérie de reconfigurer, de reconstruire ce grand Maghreb-là, parce que pour la simple raison, il y a beaucoup d'Algériens qui croient en cette unité. D'accord. On essaye de trouver, de faire cette unité, mais pas au détriment des valeurs de chaque pays. Donc, on essaye de sortir de ce marasme-là parce que nous sommes sur un seul bateau. Un seul bateau, si l'un de nous coule, on va tous couler. Et il faut être conscient sur cette problématique. Il faut qu'on essaye de mettre fin, je dirais, à certains querelles politiques qui menacent toute la région, que ce soit du Sahel ou du Maghreb ou même des pays arabes, et de chercher par la paix, Et le développement. par la culture, le développement économique, culturel et tout ça, parce que l'Afrique des années 60, ce n'est plus l'Afrique des années 2023. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun qui nous lient beaucoup plus qu'ils nous divisent et qu'il est grand temps, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de hauts et de bas, mais qu'il est grand temps d'ouvrir une nouvelle page et de voir l'avenir en face et de sauver ce bateau qui s'appelle le Grand Maghreb. D'accord. Et une dernière question, Monsieur Ben Yahya. Dans le cadre de la nouvelle géopolitique actuellement mondiale, il y a les BRICS qui prennent de plus en plus du poids. D'ailleurs, ils dépassent en termes de PIB le G7. Et actuellement, il y a beaucoup de pays, dont les pays du Maghreb comme l'Algérie et l'Égypte, qui souhaitent le rejoindre. Est-ce que vous pensez que dans ce cadre, comme il y a la Chine, la Russie et l'Inde qui ont des technologies nucléaires très avancées, est-ce que dans le cadre des BRICS, justement, on peut voir naître cette coopération entre les pays du Maghreb et du Sahel. Et pourquoi pas que cette coopération dans ce genre de projet soit justement la locomotive vers la paix et la résolution de tous les problèmes politiques. Je pense que l'Algérie est très consciente sur ce point-là. Et nous avons constaté que le politique algérien, et à leur tête le président de la République, il a émis un aveu donc d'intégrer cette, je ne dirais pas organisation, mais ce groupe, Mhm. d'accord, ce groupe donc qui est constitué, je dirais, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud. L'Algérie, par rapport à sa position géostratégique et géopolitique au nord de l'Afrique du Nord, avec ses 2 300 000 et quelques kilomètres carrés, avec ses richesses, avec son histoire. Elle n'a pas de dette extérieure donc avec les Occidentaux. Donc, le FMI et la Banque mondiale ne peuvent pas nous faire des injonctions sur cette imposition politique. Eh bien, l'Algérie veut intégrer ce groupe. Et il y a une demande, donc, qui a été
présenté par la présidence de la République, par le ministre des Affaires étrangères, pour intégrer Mhm. ce groupe-là. Et moi, je suis certain, même j'ai discuté avec des Chinois ici en Algérie, qui sont dans les entreprises donc, de réalisation, il y a d'autres qui sont de la politique, etc. Et nous avons discuté ils m'ont informé que la Chine a été au conditionnel d'injecter jusqu'à 400 milliards de dollars pour l'Algérie, uniquement pour l'Algérie. Donc ça veut dire 400 milliards de dollars dans les infrastructures. Un projet pareil, donc c'est deux fois rien. Donc ça va nous permettre de réaliser, je dirais, des transferts interrégionaux entre toute la région du Maghreb, du Sahel, construire des centrales nucléaires, construire, je dirais, des stations de dessalement d'eau de mer, que ce soit, que ce soit avec la méthode MED ou la méthode membrane ou autre, donner de l'énergie aux pays du Sahel, le Niger, surtout le Mali. Donc, on essaye de développer tout ça. Peut-être on peut aller jusqu'au Tchad et jusqu'au Soudan, parce qu'il ne faut pas mettre que dans l'histoire de l'Algérie, les gens de Taman Rasset, de Ingazam, de Ain Salah, de Adal vous disent qu'on faisait du troc et du commerce avec le Soudan. Les gens qui Mhm. viennent du Soudan. Donc, c'était la voie du commerce donc, de cette région-là, et ben, on peut revenir sur ça. Et ça va permettre aussi le développement de pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut développer ensemble. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Ben Yahya. Et chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Euh, Merci encore une fois pour ces informations et cette euh, vision assez riche en termes de solutions aussi pour ce problème. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique de l'eau avec ses multiples facettes et indiquer les probables solutions. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir pour un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.